la mère de clan de la troisième lune. Celle qui pèse la vérité est la mère de clan du troisième cycle lunaire. Elle nous enseigne la loi divine. Elle juge avec bienveillance les droits des hommes, veille sur l'égalité et protège la justice. Elle ne sanctionne pas nos actions en distribuant des châtiments, mais nous enseigne plutôt les principes de la loi divine. Nos actions proviennent de nos décisions. Si, consciemment, nous avons choisi de faire du mal à quelqu'un, nous avons aussi pris inconsciemment la décision de recevoir les leçons liées au fait de blesser autrui. Celle qui pèse la vérité nous apprend que c'est nous-mêmes qui, en découvrant et acceptant la vérité de nos actions passées, devons décider de ce que nous allons apprendre pour réparer les erreurs faites sur le chemin tordu que nous avons suivi. Cette gardienne de la justice voit clairement tous les aspects de chaque situation. Elle ne peut pas être abusée par des moitiés de vérité ou par des mensonges. En tant que protectrice des opprimés, les opinions personnelles ne l'influencent pas et elle ignore l'illusion des différences de classe, de hiérarchie, de santé, de soi-disant pouvoir ou de popularité. Elle veut que justice et équité s'appliquent à toutes les formes de vie de la création. En observant l'évidence dans chaque situation, cette mère de clan neutralise toute idée d'importance de soi, ce sentiment qui maintient l'ego en disharmonie. Elle nous instruit en nous montrant sa propre humilité qui nous permet de voir notre arrogance. Celle qui pèse la vérité nous enseigne l'importance de l'engagement dans des responsabilités supplémentaires pour développer notre détermination personnelle. Elle comprend la nécessité d'évaluer tous les côtés d'une même situation pour pouvoir établir la vérité. Nous pouvons considérer la détermination personnelle comme notre capacité à répondre à tous les aspects de la vie, à être responsable de tous nos dons et à accepter les vérités que nous rencontrons, même si nous n'aimons pas ce que nous découvrons. Destructrice du pouvoir du mensonge dans nos vies, elle nous montre que, lorsque nous sommes profondément décidés, c'est que nous acceptons la vérité de ce qui nous donne de la joie et que nous ne sommes plus embrouillés ou influencés par ce que les autres veulent que nous soyons. Nous pouvons alors répondre au plus grand désir de notre cœur et trouver le bonheur à travers la détermination qui réside dans le sentiment de bien-être du soi. Le cycle lunaire de cette mère de clan tombe en mars. Il est en relation avec la couleur brune. Le riche terreau de la terre-mère qui reflète cette couleur représente la connexion de la terre-mère à la loi divine. Le cycle de vérité qui correspond à la troisième lune est l'acceptation de la vérité. Cette mère nous apprend à accepter la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, aussi bien qu'à consentir à la vérité des expériences que nous rencontrons dans notre vie. Si nous nous observons sereinement, en accueillant ce que nous trouvons en nous, la vérité de nos forces et de nos faiblesses peut détruire les illusions qui limitent notre potentiel. Celle qui pèse la vérité nous apprend que nous n'avons pas besoin de nous focaliser sur ce qui est faible en nous ou sur ce qui ne va pas, mais plutôt de voir ce qui est fort et bon en nous. La loi divine nous montre que la loi de cause à effet régit notre univers de polarité. Si nous entretenons ce qui est négatif en étant constamment dans la critique, c'est le côté obscur de notre nature qui est nourri. Mais lorsque nous valorisons l'action juste et travaillons à développer les compétences dont nous sommes doués, c'est notre Orenda, ou essence spirituelle, qui prend de l'ampleur. La porteuse du panier au fardeau. Assise dans son wigwam, celle qui pèse la vérité en observait les murs faits de boue et de feuilles. Les branches qui soutenaient la hutte circulaire étaient des branches de bouleau. Par endroits, un morceau d'écorce blanche captait le reflet du visage rond de grand-mère lune
dont la lumière se glissait par le trou de la cheminée creusée au milieu du toit bombé du wigwam. Par cette nuit chaude, elle n'avait nul besoin d'un feu, et elle était heureuse d'être assise en Tioway, la tranquillité. Il était réconfortant de savoir qu'elle pouvait faire appel, ici, dans la tranquillité de son cœur de chercheuse, à la médecine du boulot qui est de découvrir la vérité. L'esprit de la chouette blanche était à ses côtés. En cette nuit où elle devait prendre une décision de justice, l'un des morceaux d'écorce, d'une pâleur fantomatique, semblait en refléter l'image dans l'espace circulaire de la hutte. Celle qui pèse la vérité était soutenue par la médecine de la chouette blanche qui est d'éliminer mensonges et tromperies. La chouette était une gardienne de la sagesse. Son esprit l'avait accompagnée depuis le début de sa marche sur Terre, dans sa quête de vérité et d'amitié à travers les erreurs, défis et tribulations qu'elle avait partagées. En cette nuit d'été, sous la pleine lune, celle qui pèse la vérité devait affronter une situation qui allait mettre à l'épreuve toutes ses capacités afin que la justice puisse s'accomplir. 2 femmes de la tribu étaient venues la voir 5 jours auparavant pour demander son jugement. Eau-Vive avait accusé Oie-Bleu de prendre plus que sa part sur la réserve commune de nourriture, et Oie-Bleu avait accusé Eau-Vive d'être trop curieuse et de propager des rumeurs en laissant traîner son regard et ses oreilles dans l'espace sacré des autres. Celle qui pèse la vérité avait passé les 4 nuits et jours suivants à fumer pour s'imprégner de ce qui était en jeu dans la situation. Au prochain lever de Grand-Père Soleil, elle ferait connaître sa décision devant le conseil de la tribu. Pour voir au-delà des illusions brumeuses de cette délicate situation, celle qui pèse la vérité s'était orientée en direction de l'Est à l'aube du premier jour de son processus de prise de décision. Elle avait offert la pipe à Grand-Père Soleil et avait demandé la clarté et la lumière spirituelle. Puis, elle avait rendu grâce pour le don de clairvoyance et pour le sentiment juste que le vent de l'Est lui enverrait, se préparant concrètement à recevoir son message en ouvrant pour cela l'espace dans son cœur. Ensuite, elle avait chargé la pipe et s'était assise en Tioway, la tranquillité, pour faire un par le souffle en fumant avec les esprits de chacun des proches convoqués dans le tabac. À chaque bouffée, elle sentait la médecine ainsi que la force des esprits de l'Est pénétrer dans son corps. La fumée qui s'élevait de la pipe flottait vers le ciel, créant un remous dans le vent de l'Est et lui apportant la lucidité qu'elle souhaitait. Le vent d'Est lui rappela que, lorsque la clairvoyance est recherchée dans un amour inconditionnel, la lumière de Grand-Père Soleil vient illuminer la capacité du chercheur à embrasser une vision élargie de la situation, sans aucun préjugé. Quand le manteau du ciel de nuit, couleur de fleurs de sauge pourpre, se posa de lui-même sur la nation du ciel en cette première nuit, celle qui pèse la vérité reçut de nouvelles lumières en observant le bol de médecine étoilé. Après cela, pendant son sommeil, ses rêves furent remplis de nouvelles visions et de nouveaux éclairages concernant Oie-Bleu et Eau-Vive. À l'aube du matin suivant, elle répéta son rituel en invitant les esprits du Sud à lui montrer ce à quoi elle pouvait se fier dans cette histoire et chez les 2 femmes qui étaient impliquées. Ce soir-là, de nouveau, elle observa le ciel de la nuit pour y lire des signes et des présages. Ses rêves lui parlaient des leçons d'innocence et d'humilité qui devaient être apprises en la circonstance. Lorsque l'aube pointa au 3e matin, celle qui pèse la vérité emporta sa pipe sur la crête de la montagne sacrée où elle répéta sa cérémonie de convocation des esprits. Cette fois, elle appela le vent d'ouest, lui demandant la force d'aller à l'intérieur de soi pour y rechercher les réponses qui apporteraient une compréhension plus complète des signes qu'elle avait vus et des messages qu'elle avait reçus.
Au vent d'ouest, il fut demandé de lui montrer de quelle façon sa décision allait affecter le futur des deux femmes et de leur tribu, ainsi que des générations à venir, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas encore nés. Dans la soirée qui suivit, en observant le ciel de la nuit et au cours de ses rêves, celle qui pèse la vérité obtint de nouveau les réponses auxquelles elle aspirait. La 4e aube fut celle de la cérémonie de convocation de l'esprit du vent du Nord. Celle qui pèse la vérité se tint au bord de la crête de la montagne sacrée en demandant la sagesse. Elle adressa au grand mystère la gratitude qu'elle éprouvait pour les réponses déjà reçues, et elle y ajouta ses remerciements pour la sagesse qui allait lui venir. Elle demanda que la guérison soit accordée à tous ceux qui étaient concernés et que la bonté de la loi divine qui était au cœur de cette leçon enrichisse la vie de tous ceux qui en seraient témoins. Puis, elle remercia pour l'occasion stimulante offerte par cette situation à accepter la vérité en elle-même et chez les autres. Celle qui pèse la vérité s'assit dans son wigwam pour réfléchir aux signes qu'elle avait relevés ce soir-là dans le bol de médecine étoilé du ciel de la nuit, et à tous les messages reçus lors des 4 précédents jours et nuits. Elle fit appel à l'esprit de la chouette blanche qui avait la garde de la direction d'en haut de son espace sacré et demanda à cet esprit de se manifester dans la hutte. Puis, elle convoqua la belette qui gardait la direction d'en bas de son espace sacré. Enfin, elle appela le corbeau, le gardien de la loi divine et protecteur de la direction intérieure de son cœur. Assise dans le calme et regardant la nuit de ses yeux grands ouverts dans l'obscurité, elle attendit. Elle vit un esprit s'approcher pour se percher sur une branche qui dépassait du mur de torchis. Plusieurs branches avaient été prises dans la construction des murs du wigwam pour constituer des crochets ou pendre des objets pour la maison, vêtements, sacs de nourriture séchés et sachets de médecine. La chouette se choisit une branche libre, ulula un salut et attendit que les autres esprits du totem arrivent. La belette s'installa sur le dessus d'une souche qui servait de table à la mère de clan et salua silencieusement d'un signe de tête. L'esprit du corbeau entra par le conduit de la fumée au sommet du wigwam et vint se percher sur une branche de l'autre côté de la hutte face à la chouette. Il coassa un salut pour signifier que les 4 amis étaient à présent rassemblés et prêts à commencer leur powwow. Celle qui pèse la vérité était reconnaissante envers les esprits du totem qui étaient venus l'aider dans sa prise de décision finale concernant Eau Vive et Oie Bleue. Elle manifesta à cet totem le respect qu'elle éprouvait pour leur vision en tendant vers chacun ses paumes de main ouvertes, exprimant par ce langage des signes ses remerciements et son désir de recevoir leurs conseils. Le corbeau commença par leur rappeler que la loi divine est l'harmonie qui existe dans tout ce qui fait partie de la nature créée par le grand mystère et non pas dans les lois conçues par les humains. Ensemble, les 4 amis devaient trouver les réponses qui respecteraient la justice de la loi divine avec une honnêteté qui apporterait l'équilibre dans la vie de tous ceux qui étaient concernés. Le corbeau demanda à la belette de dénicher la vérité. Étant la détective du règne animal, la belette pouvait se servir de sa médecine d'astuce, ruse et ingéniosité, ainsi qu'observer l'évidence pour mettre en lumière la vérité. Le corbeau demanda à la chouette d'avoir recours à sa médecine qui est sagesse, discernement et destruction de l'illusion trompeuse pour aider le groupe à voir la vérité dans son ensemble. À l'état sauvage, le cri naturel de la chouette était de demander systématiquement « où ». Mais invariablement, elle trouvait aussi les réponses à qui, à que, à quoi et comment et pourquoi. Elle était capable de découvrir ces réponses parce qu'il lui était facile de faire la différence entre une vérité, une moitié de vérité et un mensonge.
Nos 4 amis passèrent du temps à considérer la difficile question de savoir comment servir au mieux la justice. Lorsque tous les éléments eurent été passés en revue, les esprits du totem de celle qui pèse la vérité se glissèrent dans l'obscurité, en la laissant seule, assise dans le calme, une fois de plus. Elle fit alors prendre à son corps la position d'un grand lézard qu'on appelle crocodile, de façon à entrer en contact avec sa médecine de digérer et assimiler la vérité. À la façon du grand lézard des rivières, elle prit son repas de pensée en plongeant dans les eaux de ses sentiments personnels et absorba chaque morceau de vérité pour pouvoir intégrer tout ce qu'elle avait appris sur la situation. Tout en reposant sur le ventre dans son vêtement de nuit, elle envoya depuis son nombril jusqu'au plus profond du corps de la terre-mère le cordon ombilical qui la reliait spirituellement à elle. Les fibres de lumière qui composaient ce cordon transmettaient à son corps des ondes de chaleur venues du plus profond de la terre, cependant qu'elle rêvait de différentes solutions. Dans son rêve, elle chevauchait le poney rayé de blanc et de noir que l'on appelle zèbre. Le zèbre lui rappelait sa médecine. Rien n'est définitif ou absolu dans le monde naturel. Rien n'est totalement clair ou sombre, blanc ou noir. Dans sa chevauchée, elle traversa des plaines d'herbes dorées balayées par le vent, avec des arbres en forme de gros champignons dont les silhouettes rondes se découpaient sur l'horizon. Elle chevaucha de plus en plus vite à travers le paysage de son rêve, jusqu'à ce que les rayures du corps du zèbre s'estompent en un volume de lumière brillante qui fusionna avec sa propre chevelure, flottant librement au vent, et avec son corps devenu ainsi le prolongement vivant de son compagnon lancé au galop. Soudain, le paysage changea, et ils se retrouvèrent tous deux dans un autre décor. Le zèbre fit halte devant une grotte envahie de fougères où une eau claire, pure, se précipitait depuis une saillie rocheuse dans un bassin limpide en dessous. Celle qui pèse la vérité descendit de sa monture pour écouter la chute d'eau. La grotte était parsemée de minuscules fleurs bleues et de castillejas orangées. Elle remarqua que quelque chose venait de bouger derrière le cours d'eau. Le ragondin émergea, avec ses yeux brillants dans son masque noir de bandit, tout sourire comme s'il s'attendait à l'arrivée de la mère de clan. « Salut mère, cela fait bien longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés les yeux dans les yeux. Je vois que tu as pas mal voyagé, dit le ragondin. » Celle qui pèse la vérité ressentit au fond de son ventre la chaleur de la salutation du ragondin. Elle s'avança pour dire bonjour à son vieil ami. « Mon cœur est comblé, petit bandit, » répliqua la mère de clan. « C'est bon de te regarder de nouveau dans les yeux. Quelle parole de sagesse as-tu pour moi à présent ?»« Eh bien, mère, je suis toujours le protecteur de l'opprimé, du faible, du fragile et du vieillard. Ma médecine devient chaque jour plus puissante, cependant que l'avidité et les inégalités ne cessent de dominer les cœurs de la tribu humaine. Je suis venu te dire que, lorsque tu vas arrêter ta décision avec le lever du grand-père Soleil, tu voudras peut-être prendre en considération les droits de ceux qui dépendent aussi des réserves communes de nourriture, mais qui n'ont pas pris leur part pour pouvoir laisser davantage aux autres. Ces membres de ta tribu ont pourtant planté, ramassé et entassé autant que les autres. Mais, dans leur docilité et leur humilité, ils ont choisi de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin en prenant moins que ce à quoi ils ont droit. Le ragondin venait de révéler la pièce manquante dans la confrontation entre Oie Bleue et Eau Vive, les droits de ceux qui avaient été lésés sans qu'on y prenne garde par les agissements des deux femmes devaient être pris en compte. Dans son rêve, celle qui pèse la vérité pouvait voir le zèbre s'ébrouer et gratter le sol pour attirer son attention. Le zèbre se mit à hennir puis parla haut. Rien n'est jamais noir ou blanc, n'est-ce pas, mère ? Le rêve s'évanouit, obligeant celle qui pèse la vérité
à bouger son corps pour sortir du paysage de son rêve et revenir à ses pensées dans la chaleur de son ventre nourri par la terre-mère. À tous les sentiments expérimentés pendant les 4 jours et nuits précédents se mêlait, dans les fibres de lumière du cordon ombilical, la sagesse recueillie auprès des esprits de son totem ainsi que les souvenirs ramenés de son rêve. Tout ensemble, sentiments, impressions, faits et sagesse tourbillonnaient à l'intérieur du ventre de la mère de clan, ce qui constituait une bonne dose d'informations à digérer avant le lever du grand-père soleil. Celle qui pèse la vérité réexamina en détail l'accusation d'Eau-Vive. Eau-Vive avait dit que Oie-Bleu avait pris plus que sa part sur la nourriture qui avait été plantée, cultivée, récoltée et mise en réserve pour tous les membres de la tribu. Si Oie-Bleu avait accumulé pour sa famille davantage de nourriture que sa juste part, la mère de clan se souciait de comprendre profondément pourquoi elle avait agi ainsi. La belette avait montré à celle qui pèse la vérité la douleur que Oie-Bleu avait enfouie dans son cœur avec la perte de son enfant mort de faim 2 hivers auparavant. La chouette avait vu à travers la réaction trompeuse d'Oie-Bleu, qui avait accusé Eau-Vive de se mêler des affaires des autres, son effort pour cacher sa peur d'être découverte et qu'un autre de ses enfants meure ainsi de faim. Oie-Bleu avait été blessée et n'avait pas pu guérir de la perte de son petit parce qu'elle se blâmait elle-même de ne pas avoir ramené assez de nourriture pour sa famille. Pour Eau-Vive, c'était une autre histoire. Elle ne faisait pas mentir son nom. Son rire était semblable à la mélodie des cours d'eau et des ruisseaux. Mais sa faiblesse était de déverser son bavardage sur les autres, sans se soucier du préjudice qu'elle pouvait ainsi porter à autrui. Il était vrai qu'Eau-Vive ne gardait pas pour elle-même son avis, et qu'elle ne réservait pas ses yeux et ses oreilles à ce qui la concernait. C'est pourtant le respect d'une certaine courtoisie qui préservait l'espace sacré dans la vie tribale. Cette règle, pour une vie heureuse, était bonne. Elle voulait que les membres de la tribu, quels qu'ils soient, détournent les yeux lorsque la vie personnelle de quelqu'un d'autre se trouvait exposée au grand jour. Si, par inadvertance, quelque chose échappait qu'ils captaient au passage, cela était considéré comme une information privilégiée et ne devait pas être répété pour ne pas manquer de respect à l'espace sacré d'autrui. Sans aucun doute, Eau-Vive se montrait une redoutable fouineuse dès que l'occasion s'en présentait, et son besoin outrancier d'être remarquée et reconnue lui avait créé des problèmes par le passé. Son comportement s'enracinait dans le fait de n'avoir jamais été prise en considération étant enfant, puisqu'elle vivait au sein d'une famille nombreuse avec des parents trop occupés à essayer de pourvoir aux besoins matériels pour prendre aussi soin des besoins émotionnels de leurs petits. Pendant son enfance, Eau-Vive avait développé un caractère de rapporteuse en découvrant qu'elle pouvait attirer l'attention sur elle si elle adoptait elle-même une attitude stricte et indignée lorsqu'elle signalait les mauvaises actions des autres. Mais la sorte d'attention qu'Eau-Vive avait reçue en retour fut qu'on se méfia d'elle et qu'on l'évita. Dans sa propre confusion, à savoir si oui ou non elle se faisait remarquer, Eau-Vive s'était effectivement coupée elle-même de véritables relations d'amitié. Oie-Bleu agissait à partir d'anciennes douleurs et d'anciennes peurs. Eau-Vive agissait à partir de ses blessures et de son besoin d'être aimée et reconnue. Chacune était assise d'un côté du grand miroir fumant, projetant ce qu'elle supposait être la vérité dans le brouillard des illusions, un brouillard qui pouvait déconcerter même l'observateur le plus averti. Celle qui pèse la vérité prit son content de nourriture par le cordon ombilical qui la reliait spirituellement depuis son nombril au plus profond du corps de la terre-mère et lâcha prise sur le problème en dormant jusqu'à l'aube. Juste avant midi, elle changea de vêtements et revêtit sa tenue d'apparat. La peau de biche dans laquelle ses atours avaient été confectionnés avait été tannée puis travaillée au charbon et à la cire pour donner les pièces avec lesquelles elle avait réalisé sa robe, ses pantalons et ses mocassins.
La mère de clan fouilla au fond de l'étagère en torchis de son wigwam pour en ramener un sac spécial. Avec précaution, elle déballa le masque de corbeau qu'elle avait sculpté il y a bien longtemps et le regarda en face. Les plumes noires avaient été fixées sur le masque par une colle qu'elle avait fabriquée en taillant et en faisant bouillir des pattes de bison. Elle avait passé 2 lunes à créer le masque et elle était heureuse du résultat. Aujourd'hui encore, après tant d'hiver, le bec était jaune, symbole de la loi divine dispensée à tous dans l'amour inconditionnel, semblable à la couleur jaune de Grand-Père Soleil. Les yeux étaient rouges, représentant la foi que possède le gardien de la loi divine qui sait qu'accepter la vérité est un acte d'humilité. Lorsque Grand-Père Soleil fut au zénith de son parcours à travers le ciel bleu, celle qui pèse la vérité s'assit dans sa grande tenue au milieu du conseil de la tribu. Eau-Vive et Oie-Bleue s'assirent en face d'elle, entourés des aînés qui formaient les gardiens de la sagesse de la tribu. Au-delà du cercle se trouvaient tous les autres membres de la tribu, attendant silencieusement que la procédure commence. Celle qui pèse la vérité prononça des paroles de remerciement, exprimant sa gratitude pour l'occasion de partage et de guérison qu'offrait la situation en question. Puis, on fit brûler des herbes douces pour que leur fumée nettoie toute amertume ou négativité que le groupe pourrait éprouver envers les 2 femmes qui réclamaient justice. Celle qui pèse la vérité commença ainsi. Je suis arrivée à une décision dans cette affaire après les 4 jours et nuits voulus par la loi de la tribu pour accomplir correctement ma tâche. J'ai consulté les esprits du totem, le bol de médecine étoilée du ciel de la nuit, les 4 vents du changement, les ancêtres, les 4 chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, et Sueño, le grand mystère. J'ai été nourrie par la terre-mère et bénie par le ciel-père. J'ai vu les cœurs de ces 2 femmes et découvert la solution nécessaire pour ramener la guérison et l'harmonie dans notre tribu. Oie-Bleue a pris davantage que sa part dans notre réserve de nourriture parce qu'elle avait peur de perdre un autre enfant à cause de la famine. Elle porte intérieurement le blâme d'une mère qui s'est sentie impuissante quand la mort lui a pris son petit. Bien qu'elle ait été guidée par la honte et la peur, c'est un comportement égoïste qui n'a pas pris en considération les droits de ceux qui ont travaillé tout aussi dur qu'elle pour constituer ces réserves d'hiver dont nous dépendons tous. Pour que Oie-Bleue marche de nouveau sur le chemin de beauté, elle doit rendre la part qu'elle a pris en trop. Et puis, elle doit aller dans les bois pour ramasser une quantité du double de celle dérobée en secret dans nos réserves. Les baies, racines sauvages, noix et herbes qu'elle ramassera seront réparties entre toutes les familles qui ont perdu un des leurs lors de la dernière lune de privation. Lorsqu'elle aura accompli cette tâche, Oie-Bleue prendra soin des différents enfants qui ont perdu leurs parents dans la famine. À chaque cycle lunaire, elle devra traiter comme son propre enfant chacun de ceux dont elle s'occupera. Eau-Vive a parlé hors de propos lorsqu'elle a rapporté son commérage sur Oie-Bleue. Elle n'a pas respecté le droit naturel qu'a tous les membres de la tribu de déterminer pour lui-même quel est le comportement correct, basé sur son point de vue sacré. Eau-Vive devra suivre Oie-Bleue comme une compagne silencieuse et l'aider dans sa récolte ainsi qu'au cours de ses visites aux familles en deuil. Pendant tout le temps où elle aidera Oie-Bleue, Eau-Vive n'est pas autorisée à parler de ce qu'elle a vu ou entendu, et elle ne devra pas non plus en parler dans le futur. Pendant les 13 prochaines lunes, Eau-Vive ne parlera pas du tout, elle écoutera. Elle aidera la femme médecine et moi-même pendant les séances de soins et de conseils, mais il lui est interdit de parler de ce qu'elle voit ou entend, et elle ne devra pas non plus en parler dans le futur. Les 2 femmes devront se présenter à nouveau devant ce conseil dans 13 lunes. Danaoé, ainsi est-il décidé.
Les 13 lunes passèrent rapidement et le conseil de la tribu fut de nouveau réuni. Celle qui pèse la vérité siégea dans sa grande tenue de corbeau au centre du cercle et demanda à Oie Bleue de parler de ce qu'elle avait appris dans ce parcours de guérison. J'ai appris que tous les membres de cette tribu ont souffert de pertes mères. J'ai partagé mon deuil et les leurs, et j'en suis venue à réaliser que nous travaillons ensemble pour une bonne raison. Unité, partage et soin les uns aux autres est la force qui nous lie ensemble comme un seul corps. J'ai abandonné ma peur de la précarité et j'ai découvert la foi qui m'avait fait défaut. Je n'ai plus peur de me retrouver seule. Si mon enfant meurt et part pour le monde de l'esprit, j'ai fait la paix avec moi-même et ne me porte plus en moi le blâme ou la honte qui obscurcissait ma compréhension. J'ai élargi ma famille au-delà des frontières de la parenté de sang et j'ai aimé chacun des enfants qui avaient besoin de moi. À travers la perte de ses proches, chaque adulte ou enfant en deuil a vécu avec moi un lien de partage qui s'est créé en laissant nos chagrins pour trouver de la joie, du réconfort et de la compréhension dans la compagnie l'un de l'autre. Celle qui pèse la vérité remercia Oie Bleue et demanda à Eau Vive de parler des leçons qu'elle avait apprises pendant les 13 dernières lunes. Eau Vive n'avait pas parlé depuis la dernière fois où elle avait comparu devant le conseil de la tribu et son malaise était visible. Elle s'efforça en vain de faire sortir un mot rauque de sa gorge. Elle essaya de nouveau après un petit moment et retrouva enfin sa voix. Ces 13 lunes ont changé mon attitude, mon chemin, ma compréhension et mon sens de soi. Je veux t'exprimer ma gratitude, Mère, en écoutant les histoires des autres. J'ai vu et entendu l'histoire de mon propre cheminement, depuis la blessure jusqu'à la guérison. J'ai appris la gentillesse et la compassion pour moi-même, en faisant attention aux autres et en prenant soin d'eux. Je comprends la folie de mon besoin d'avant, d'être reconnue comme une personne de valeur. Je me sentais sans valeur parce que je n'avais jamais vu mon propre potentiel ni mes talents. Je n'avais l'expérience que de la voix qui critiquait dans ma tête et qui disait que je ne serais jamais assez bien. Et, parce que je croyais que je ne valais pas la peine d'être aimée, j'ai blessé les autres en soutenant qu'ils devaient suivre un chemin fait des mêmes règles dures que celles que je m'étais imposées à moi-même. J'ai appris la compassion d'Oie Bleue et de ceux qui ont partagé les peines de leur cœur. J'ai appris à dépasser le ressentiment que j'éprouvais à cause du jugement que tu as prononcé il y a 13 lunes. J'ai été privilégiée de pouvoir être associée à l'art de soigner de la femme médecine et de bénéficier de ta bienveillance, de ton bon sens, de ta capacité à donner des conseils et de ta sagesse compassionnée. Pour tous ces dons et pour la guérison de mon cœur, je suis profondément reconnaissante. Le cœur de celle qui pèse la vérité débordait. Des cris de joie et hurlements de victoire emplirent l'air du matin, manifestant que tous les membres de la tribu se réjouissaient. Chacun d'eux avait vu les changements des deux femmes et attendu impatiemment ce jour. Le chemin de beauté avait été restauré au sein de la tribu, sans châtiment injuste ou toute autre décision qui aurait pu créer une scission entre eux. Tout venait au service de l'harmonie de la loi divine. Chaque femme avait accepté la vérité de ses agissements et découvert des façons de soutenir et soigner les vieilles douleurs qu'avait créées son chemin tordu. La vie était bonne et l'abondance qui se trouvait au cœur de cette tribu aimante revenait avec son équilibre. Celle qui pèse la vérité vit que Eau Vive et Oie Bleue avaient appris la valeur de la sororité en agissant ensemble dans leur diversité. Pour mener à bien leurs propres tâches, chacune avait dû s'appuyer sur l'autre, voir leurs similitudes et aller au-delà de leur opinion pour trouver un lien commun.
Grâce à cette compréhension mutuelle, une amitié était née qui avait rendu sœurs d'anciennes ennemies. Ovive venait de découvrir la première véritable amitié dans sa vie, et Oie Bleue venait de soigner sa peur de l'abandon. Celle qui pèse la vérité adressa ses remerciements à Soignot, le grand mystère, pour les leçons qu'elle venait d'apprendre en tant que porteuse du panier au fardeau. La mère de clan n'éprouvait plus du tout comme une charge son rôle de rendre justice. Elle réalisa que chaque être à deux jambes porte avec lui le fardeau de la responsabilité de ses propres actions. Pour grandir, chaque être humain recueille les leçons qu'il a besoin d'apprendre, ajoutant ses expériences dans le panier au fardeau qu'il porte au cours de sa marche terrestre. La responsabilité d'accepter la vérité de ces leçons est laissée à chaque individu. À lui de décider s'il se sent encombré ou libéré par ses expériences. À partir de ce jour, celle qui pèse la vérité allait se souvenir pour toujours qu'au corbeau appartient le coassement qui chevauche les vents en direction de toutes les nations. La loi divine apportera une vie abondante à tous les êtres, si nous nourrissons la bonté en nous et n'alimentons pas l'ombre par nos chagrins passés. C'est seulement ainsi que l'humanité acceptera la vérité, comprenant que le grand mystère a créé les êtres à deux jambes pour cheminer dans la beauté en tant que porteurs vivants de l'amour.